Bonjour et bienvenue au balado collectif de la CDC des Appalaches. Bonjour Éric. Bonjour. Éric Gagnon, il est directeur du GRT à Lévis, Nouvel Habitat. Alors, c'est un développement en logement communautaire et de services professionnels. Éric, bienvenue. Merci. Explique-moi, c'est quoi un GRT? Oui, comme beaucoup d'organismes, on a un acronyme comme nom. GRT, ça veut dire Groupe de ressources techniques. Donc, peut-être pour vous faciliter à comprendre c'est quoi un GRT, je peux vous parler peut-être d'où ça vient. L'idée, c'est des mouvements citoyens, en fait, qui se sont regroupés suite de grands développements d'infrastructures. C'était souvent dans les grandes villes, mais aussi en périphérie, en région. On peut penser à la Société Radio-Canada quand ils ont exproprié le faubourg à Amlas ou encore quand ils ont fait les grandes autoroutes à Montréal, l'aéroport. Donc, c'était souvent des quartiers populaires qu'on expropriait. C'était la même chose à Trois-Rivières, à Québec. Donc, on passait les autoroutes, on les passait pas dans les quartiers les mieux nantis. Sinon, c'était minime partie. C'était souvent dans les quartiers populaires. Même le maire de l'époque disait « On va être la première ville sans taudis. » Donc, c'est des affirmations en pensant qu'on va tasser la pauvreté comme si ça allait disparaître. Alors, des groupes qui se sont mis ensemble. Nous, on a besoin de logements, mais on ne peut pas aller n'importe où non plus. On a besoin des logements abordables qui représentent, qui répondent à nos besoins, finalement. Donc, c'est de là qu'ils ont demandé l'expertise de certains professionnels, des architectes. À l'époque, c'était l'Université de Montréal. Et ils ont décidé, ensemble, de créer les premiers GRT. Bon, ça a été des initiatives là, plutôt isolées au départ, puis ça a créé un mouvement. Donc, et le GRT Nouvel Habitat est né presque au début du mouvement des GRT. Donc, on a 46 ans cette année. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On développe du logement socio-communautaire qui est généralement... Et l'objectif, c'est d'être toujours en dessous du marché. Donc, c'est à but non lucratif. C'est soit des OSBL d'habitation ou des coopératives d'habitation. On travaille également avec les offices d'habitation. Donc, différentes tenures. L'idée, c'est d'offrir du logement à la hauteur des moyens et des besoins des ménages. Et certaines problématiques aussi. Là. Donc, on peut autant, comme en ce moment, on travaille sur une résidence de 12 unités à Lévis pour des personnes vivant avec l'autisme, mais autonomes. Donc, ça, c'est très spécifique, c'est niché, mais c'est un besoin qui a été exprimé. Et c'est toujours comme ça que ça a fonctionné. Comme à l'origine des GRT, c'est venu des citoyens qui ont demandé l'expertise technique. De là, groupe de ressources techniques. Okay. Donc, oui, nous, on va faire des présentations publiques et tout, mais les projets viennent des citoyens et des besoins exprimés. Ça, c'est la partie développement où on peut aussi faire de la rénovation, acquisition, transformation pour les retirer, disons, du marché privé pour qu'ils soient plus abordables puis à l'abri de la spéculation foncière. Et on a aussi le département de gestion immobilière et financière. Bon, parce qu'un OSBL d'habitation de citoyens qui s'est créé, disons, à Thetford Mines, n'a pas nécessairement les compétences, le temps de gérer, par exemple, un nouvel édifice de 48 logements, tout ce qui est les baux, tous les problèmes qui peuvent subvenir dans un édifice, et la gestion financière également. Donc, parce qu'évidemment, ça aussi, ça prend quand même beaucoup de temps à gérer. Oui. Donc, le GRT offre ces services-là également et toujours en dessous du prix du marché, disons, d'un équivalent sur le privé qui font de la gestion C'est quoi le processus quand on veut rentrer, mettons, dans un GRT? C'est quoi le processus? Est-ce qu'il faut être un promoteur, il faut être un développeur au niveau où c'est un architecte qui amène les projets basés sur les besoins de la région? Comment ça fonctionne? Si vous voulez être accompagné par un GRT? Oui. OK. Souvent, c'est les gens qui viennent à nous ou lors d'une présentation publique, on est très actif là, sur les tables de concertation partout en Chaudière-Appalaches qui concernent les besoins en logement. Et quand ils savent qu'on existe, ils viennent nous voir. Okay. Pour comment vous pouvez nous accompagner. Puis parfois, on est là dès le départ, dès l'idée. On aimerait ça créer une RPA, par exemple, à Vallée-Jonction, comme on a accompagné à Saint-Elzéar également récemment. Et c'est là qu'on les guide, dans le fond. Le GRT ne prend pas de décision pour la forme, la tenue, par exemple, si c'est une coopérative d'habitation, un OSBL. On leur explique c'est quoi la différence selon leurs besoins, qu'est-ce qui répondrait mieux à leurs besoins et qui se forme à ce moment-là un conseil d'administration et réellement un OSBL au registraire des entreprises ou une coopérative. Et nous, on les guide selon notre expérience à travers le processus. Okay. Donc, demande de subvention. À la base aussi, il faut peaufiner le projet, avoir des esquisses, faire des études pour tenter d'avoir les subventions pour aller de l'avant. Okay. Donc, on est là comme accompagnateur, en fait. Toute décision
sur tous les projets sont prises par le conseil d'administration. Nous, on est là pour guider, proposer. Okay. Et pour que ça aille le plus rapidement possible, malgré les embûches qu'on peut avoir, parce que les fonds, veut pas, gouvernementaux, c'est relativement long, autant Axélogie que le nouveau programme d'habitation abordable. Ça peut être assez long à développer pour plein de raisons administratives et tout. Donc, l'idée, c'est de faciliter un peu le processus avec eux et s'assurer finalement de la viabilité de ces projets-là, autant au niveau du développement que de l'exploitation. Est-ce que vous avez comme des consultants externes? Parce que là, je remarque qu'à l'interne, est-ce que vous avez des architectes, des ingénieurs? Le service technique, il consiste à quoi? Bien, à ce niveau, au niveau du développement, nous, on est comme la courroie de transmission, je dirais, entre les professionnels et le groupe. Donc, on travaille avec les architectes de l'extérieur, en fait. C'est pas des architectes du GRT. Au début, il y en avait. Mais maintenant, en fait, par exemple, dans Axélogie, on allait en appel d'offres pour ça, pour les professionnels. Maintenant, avec le programme d'habitation abordable, on peut y aller en clé en main ou sur invitation. Donc, on va suggérer au groupe certains professionnels avec qui on travaille. Ça va être encore une fois le groupe qui prend la décision. Pour ce qui est du cheminement, de tout ça dès le départ, les professionnels, en région, généralement, on n'aimait pas trop le processus d'appel d'offres public puis d'avoir des gens de Montréal, par exemple, qui viennent travailler chez nous. Les gens de Thetford sont fiers, les gens de Saint-Georges-de-Beauce sont fiers, ils aiment ça travailler avec leurs propres professionnels. Donc, l'idée de pouvoir maintenant y aller en appel d'offres, plutôt sur invitation, on préfère ça. Parce qu'eux aussi ont fait déjà d'autres projets ou des gens du conseil d'administration. Ils connaissent les gens locaux et préfèrent travailler avec les gens de la place puis faire aussi rouler l'économie locale. Ça, pour ça, c'est un avantage, je dirais. OK. Puis c'est quoi les programmes auxquels, parce que là, tu parles d'un programme spécifique auquel c'est attaché, le GRT, ou il y a d'autres programmes? Il y a une multitude de programmes et ça change constamment. Certains programmes ont été là pendant longtemps, pendant des décennies. Par exemple, depuis la fin des années 90, le principal programme de développement des GRT au Québec, ça a été Axélogie. Et c'est un programme porté par la Société d'habitation du Québec. On y a mis fin, en fait, on a annoncé la fin en mars 2022. Ça a été remplacé par le programme d'habitation abordable Québec, donc il remplace Axélogie, toujours porté par la Société d'habitation du Québec. Puis sinon, il y a d'autres fonds de la SCHL, la Société canadienne d'hypothèque et de logement, qui sont parfois périodiques, parfois qui sont complémentaires au fonds. Par exemple, pour avancer des études, on peut travailler avec le fonds initial pour être en mesure, parce que quand on crée un OBNL, ils n'ont pas nécessairement de fonds pour avancer seulement même des esquisses, les études préliminaires, études géotechniques, tout ça, pour que le dossier soit assez avancé pour obtenir la subvention ou la convention avec la Société d'habitation du Québec. Il y a aussi des fonds fiscalisés. On travaille notamment avec le Fonds Desjardins, le Fonds de solidarité FTQ, dans le développement. Ça vient quand même du ministère de l'Habitation, mais la gestion est différente. On le fait directement. On n'a pas la Société d'habitation du Québec comme intermédiaire. On travaille directement avec les agents de Desjardins pour développer ou de la FTQ. Dans la région, ça a été surtout le Fonds Desjardins. OK. Et sinon, il y a d'autres produits financiers qui nous aident, là, comme le capital patient, Fonds IMO social qui vient de notre association nationale qui s'appelle l'Association des groupes de ressources techniques, qui va célébrer ses 35 ans cette année. Parce qu'au départ, il y avait plusieurs GRT, puis finalement, ils ont décidé de s'unir pour mieux représenter un peu le mouvement aussi au sein des instances gouvernementales. OK. Puis j'imagine que vous avez aussi des collaborateurs à l'interne pour développer certains territoires, comme l'OMH ou d'autres. On en a de toutes parts, évidemment. Puis c'est souvent sur les tables de concertation où on va croiser différents partenaires comme la CDC, comme la CEF, tous les organismes qui sont préoccupés par le logement. De plus en plus, on voit des élus aussi sur nos tables. Oui. Ce qu'on ne voyait pas il y a 10 ans, quand on parlait de logement en région, on avait tendance à dire il y en a et c'est pas cher, comme c'est un problème de Montréal et de Québec. Alors aujourd'hui, en Chaudière-Appalaches, il n'y a pas un élu qui est indifférent à la question du logement, l'accessibilité du logement. Puis même des fois, c'est eux qui cognent à notre porte. Ben, à notre porte, je parle de, par exemple, une table de concertation en logement. Et ils viennent s'informer, voir comment nous, on peut aider à améliorer la situation. Ils ne sont pas nécessairement là à chaque rencontre, mais ils se tiennent quand même vraiment à l'affût, au courant de ce qui se passe. Parce que chaque semaine, quelqu'un appelle à l'hôtel de ville pour savoir « Pouvez-vous m'aider? Je ne suis pas capable de me trouver un logement. » Donc, nous, on est là
comme, encore une fois, accompagnateur, tant au niveau des citoyens, les élus, les organismes communautaires, pour tenter finalement de bien les guider là-dedans, selon ce qui est disponible, selon les subventions disponibles. Puis on essaie d'analyser avec eux c'est quoi la voie la plus rapide et efficace pour développer avec eux. Qu'est-ce qui se passe en région? Parce qu'on sait qu'ici, dans les Appalaches, il y a quand même un fléau de retrouver aussi du logement abordable pour une clientèle un petit peu plus vulnérable ou qui vivent dans un contexte socio-économique plus difficile. Qu'est-ce qui se passe au niveau du GRT pour la région des Appalaches? On a quelques projets et il y en a eu plusieurs. D'ailleurs, tantôt on parlait des origines des GRT. Le GRT Nouvel Habitat, le siège social est à Lévis. Anciennement, ça fait pas si longtemps, 2017. Avant 2017, c'était le GRT de Lévis. Et ensuite, on a fusionné avec le GRT Beauce-Appalaches, qui était situé ici à Thetford Mines. Donc, le GRT de Lévis a développé plus à Lévis, évidemment. Et dans le secteur Beauce-Appalaches, maintenant, c'est l'ensemble de la Chaudière-Appalaches, excepté des MRC de Montmagny-Lillet, qui c'est un autre GRT, celui de la Côte-du-Sud, qui développe dans ce secteur-là. Dans les Appalaches, le GRT Beauce-Appalaches a développé plusieurs projets. Nous, depuis qu'on a fusionné, on a 2 projets, dont un qui vient de sortir de terre, comme on dit, une résidence de 16 unités pour femmes victimes de violences conjugales ou ayant certaines problématiques. Donc, on ne peut pas non plus l'identifier, puisque, évidemment, l'adresse est confidentielle. Et un autre qui a été annoncé tout récemment, fin août, d'un promoteur privé. Dans le fond, ça se trouve être le seul projet actuellement qui est accompagné par un GRT, celui de DJV Immobilier à l'arrière du Saint-Hubert, 48 unités. Oui. Ça, c'est pour des familles, personnes seules. C'est ce qui se passe en ce moment. Par contre, on se rend compte qu'il y a certaines lacunes au niveau du programme actuel. Si on prend le FAC, le programme d'habitation abordable, qui demande une très grande collaboration de la ville et dans les plus petites municipalités, c'est difficile. Quand on arrive avec les montages financiers, on dit que la ville doit collaborer à environ 15 à 20 des coûts de réalisation. Dans le programme, comment c'est expliqué, dans le fond, c'est 40 de la subvention de la Société d'habitation du Québec. Donc, s'il y a une subvention de 10 millions, par exemple, là, de la SHQ, 40 ça fait que la municipalité devrait collaborer à la hauteur de 4 millions de dollars. C'est pas toutes les municipalités qui peuvent se le permettre. Des fois, la trésorerie des municipalités, c'est assez difficile. Donc, c'est un défi. C'est un défi. C'est sûr qu'il y a des moyens de le faire, des dons de terrain, des congés de taxes, des services offerts pour le projet, pour combler, pour arriver finalement à la contribution du milieu demandée par les différents fonds. Et l'autre aspect, c'est la hausse des coûts également de construction depuis particulièrement la pandémie. Ça a explosé, là, près de 40 de hausse. Ce qui veut dire que le pourcentage aussi augmente de contribution du milieu. Si c'est un pourcentage des coûts de réalisation, évidemment, ça devient encore plus difficile. Et pour viabiliser les projets, ça prend souvent des gros projets. Quand on arrive avec des 10 unités une fois, c'est très difficile à viabiliser, puis on n'a pas le choix il faut être transparent, puis le dire à nos interlocuteurs, nos différents partenaires. On ne veut pas créer du rêve non plus. Si on voit, malheureusement, que c'est pas viable, selon le contexte, parce que ça évolue toujours, les subventions. Des fois, il y en a qui viennent pallier les manques ou on serait en mesure, finalement, d'avoir une contribution du milieu autre que celle seulement de la municipalité ou des partenariats de municipalité, MRC. On se creuse la tête pour que ça fonctionne selon les conditions. Mais malheureusement, surtout en région, il y a beaucoup de projets qui n'iront pas de l'avant parce qu'ils sont trop petits. Par contre, on a quand même des propositions. On essaie là, de penser et de collaborer avec nos partenaires. On parle beaucoup de modulaire ces temps-ci. Ça semble être une voie privilégiée par la SHQ, par la ministre elle-même. Donc, nous, on va essayer justement de pallier à ça en utilisant le modulaire. Par exemple, construire un 10 unités, c'est extrêmement dur à viabiliser, mais si on a 10 municipalités qui veulent faire 10 unités, on part la machine en même temps. Puis, c'est quoi un gros projet? En fait, ça se calcule en nombre de portes? Tout à fait. Pour viabiliser un 20, c'est difficile. 25,
Ça Donc, l'est ça veut également. dire au-delà plus les coûts augmentent, ça devient de plus en plus difficile. Les projets doivent être plus gros parce qu'il ne faut pas oublier que ça demeure à but non lucratif et que les loyers doivent demeurer environ 25 % en dessous du marché. Donc, si on a un problème de viabilité, selon les règles du programme, on ne peut pas augmenter les loyers pour pallier au manque à gagner. Donc, là, soit on s'endette. Donc, de là, l'importance de faire bien nos calculs au départ pour ne pas développer un projet que d'emblée, on sait que dès l'année 1 d'exploitation, on va être en train de s'endetter ou endetter le groupe. Les groupes, on parle des OSBL créés, là. Ils n'ont pas les moyens de... Sinon, justement, ces projets-là... qui ne sont pas viables, de toute façon, n'iront pas de l'avant, même ne passeront pas. Ils vont être refusés dans le processus. Tout à fait. Donc, il faut trouver des moyens à ce que les plus petites municipalités ne soient pas pénalisées. Oui, on travaille là-dessus avec différents fonds, avec l'idée de travailler à la chaîne, peut-être avec certaines entreprises modulaires, pour ne pas, justement... brimer. Oui, les petites municipalités, parce qu'on voit qu'il y en a partout des besoins maintenant. Ah oui, tout à fait. C'est pas juste un gros centre, là. C'est vraiment en région, on le ressent bien aussi, là. Puis, je serais portée peut-être à te demander, c'est quoi la différence entre un logement abordable versus un logement social? C'est en concertation, parfois, il y a certaines questions qui sont abordées sur ces deux différences-là. Puis j'aimerais peut-être que tu puisses clarifier ça. Tout à fait. Les logements sociaux, c'est des logements qui vont souvent être subventionnés, non pas juste au développement, mais la personne ou le logement. Donc, ce qu'on appelle les PSL, les programmes de supplément au loyer. Donc, ça s'adresse à des personnes à plus faible revenu. Quand on a un PSL, par exemple, on paie 25 % de nos revenus. Quelqu'un qui est à l'aide sociale, ça va être facilitant parce qu'on sait qu'avec environ 800 $ par mois, essayer de payer son loyer, sa nourriture, tout ça, c'est très difficile. Donc, le logement social va venir pallier au manque, puis ce qui va aider les gens à sortir un peu la tête de l'eau. Ensuite, le logement communautaire ou collectif. Nous, souvent, on va englober les deux dans le logement collectif. C'est que ça appartient à la communauté, ça appartient à l'OSBL qui a été créé de citoyens qui voulaient le projet à la base. Donc, de là, l'idée de logement collectif ou communautaire, parce que ça appartient à la communauté. Le conseil d'administration, comme tout conseil d'administration, c'est rotatif à chaque 2 ans. Donc, c'est les gens intéressés de la communauté, normalement, qui s'impliquent. Et ce qui assure aussi la pérennité de l'abordabilité. Oui. Parce qu'un OSBL, souvent, est formé de son conseil d'administration de gens résidents. Donc, on ne veut pas augmenter les loyers pour augmenter les loyers. De toute façon, il y a une limite permise par les programmes. On ne peut pas dépasser ça, mais des fois, on peut être en dessous. Quand on peut être en dessous, on peut le garder en dessous tant qu'on est capable d'avoir les fonds nécessaires pour se constituer une réserve, pour faire les travaux d'entretien. Et avec les normes qu'on doit respecter, que ce soit de la SCHL ou de la SHQ, c'est des normes très élevées en bâtiment, tant au niveau éco-énergétique, la qualité des matériaux. Normalement, on n'a pas de travaux majeurs à faire avant 50 ans. Donc, c'est pas parce que c'est du logement communautaire, collectif, que c'est de moindre qualité. On n'a pas de produits de luxe, des comptoirs en marbre, tout ça, mais je vous invite à aller les visiter. On pourra en faire d'ailleurs, là, si ça vous intéresse éventuellement dans la région. Puis ça peut être une façon aussi de briser les préjugés qu'il y a envers le logement collectif, parce qu'on se dit, bon, c'est peut-être pas bien entretenu, c'est peut-être fait en carton, mais non, pas du tout. Les normes... Il y a vraiment une qualité au niveau de la construction, au même titre qu'une qualité standard qu'on va appeler en fait, on nous en standard. impose plus. OK. Pour être certain que les fonds publics sont bien utilisés, puis ça va servir et ça va durer longtemps. OK. Donc, c'est sûr que on regarde un montage financier d'un des GRT, ça semble élever les coûts de réalisation, mais les normes qu'on doit respecter sont très importantes, ce qui fait que ça augmente le coût de réalisation au départ, mais sur le long terme, on est gagnant. Parce que quand on doit faire des travaux majeurs après 10 ans, ça ne devrait pas dans une construction neuve, mais on peut très bien couper les coins ronds, faire des habitations beaucoup plus rapidement, moins chères. Mais est-ce que c'est dans l'intérêt? On veut, pour régler la crise du logement, que ça se fasse sur le long terme. Donc, c'est un investissement dès le départ pour s'assurer de la qualité des bâtiments. Parce qu'on ne veut pas créer du logement pour créer du logement. Il y a plein de privés qui le font. Nous, notre préoccupation, c'est que tout le monde ait un toit qui répond à ses besoins selon ses moyens.
On s'entend que le logement, cette préoccupation-là, au niveau de notre territoire et de plein d'autres territoires, c'est une préoccupation qui est constante, qui est en évolution, qui est en croissance. Est-ce qu'on a des pistes de solutions qu'on peut apporter, nous, en tant que citoyens, en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'organisme? Qu'est-ce qu'on peut faire pour dire on va bonifier cette offre-là, on va pallier à ce besoin-là qui est en croissance? Est-ce que le GRT peut aider, peut soutenir là-dedans? Bien, c'est certain qu'on peut aider tout regroupement qui va faire la promotion du logement. Il y a plein d'initiatives qui se font un peu partout. Puis je pense qu'il faut penser aussi à l'extérieur du cadre parce que, justement, les besoins sont si grands qu'il faut tout le monde travailler ensemble. Autant les entrepreneurs privés, le système de santé, les services sociaux, en éducation. Parce que tout le monde a besoin de logement. Donc, parfois, on peut avoir de la difficulté avec un projet X pour qu'il cadre dans un programme, mais il y a un entrepreneur qui dit « Ouais, mais moi, j'en aurais besoin pour loger mes travailleurs. » On peut faire des habitations mixtes qui pourraient, par exemple, loger les travailleurs d'une compagnie donnée et le reste, ça serait famille, personne seule. On a eu des approches aussi du centre de services scolaires pour loger des étudiants plus vieux ou aux adultes, en fait. Là. Comment on peut marier ça avec un projet qu'on n'est pas capable de viabiliser pour telle raison? Il faut être capable de travailler ensemble de toutes parts. Puis pour ce qui est de la collaboration avec les élus, comme je disais tantôt, est très bonne en ce moment, puisque je pense qu'ils nous considèrent comme des acteurs importants. Tout à fait. Mais je pense que tous et chacun qui a le logement à cœur, on est tous des acteurs importants. Il faut travailler ensemble, même des organismes ou des regroupements avec qui on peut être en compétition sur le territoire à certains niveaux. Il faut travailler en coopétition. Hein, parce que le logement est trop important pour qu'on commence à se faire des guerres. Il faut être capable de trouver comment se complémenter entre les différentes FEDE, les OH, les GRT. Je pense que chacun, on a nos spécialisations. Puis on est tous capables de travailler dans cet écosystème-là pour répondre à des besoins qui sont plus spécifiques pour chacun de ces intervenants-là. Et on a chacun nos spécialisations. Donc, travaillons ensemble. Je pense que ça se fait bien. On se voit ensemble dans les différents regroupements, les différents colloques à travers l'année, que ce soit au rendez-vous de l'habitation ou quand il y a des colloques thématiques, là, comme ça a été le cas en mai dernier, sur les perspectives internationales en logement. Qui fait mieux? On essaie de s'inspirer de pays, par exemple, comme l'Autriche, qui a 20 et plus même de logements collectifs. Très intéressant. Donc, comment vous avez réussi à faire ça? Donc, on est à l'écoute. On essaie de voir, de pas réinventer la roue. Si on voit que ça se fait mieux ailleurs, pourquoi pas s'en inspirer pour essayer d'améliorer la situation au Québec. Ici, au Québec, on a environ 10 de logements communautaires collectifs. Et ça serait l'idée, là, dans les prochaines années, de doubler ce pourcentage-là pour assurer, là, justement, des logements. C'est bien de pouvoir s'inspirer des autres régions, des autres pays, de voir comment on pourrait aussi misser cette inspiration-là ici, là. Est-ce que, pour terminer, tu aurais une recommandation pour qu'on puisse pallier à réduire, justement, ce besoin-là ou de définir à venir construire plus de logements abordables? C'est toute une question. Une recommandation. Il y a plusieurs... Une recommandation ou plusieurs, aspects. Comme tu souhaites. Je crois que dans nos différents regroupements, ce qu'on veut s'assurer, c'est que les logements qu'on développe demeurent à l'extérieur de la spéculation foncière. De là l'importance de miser sur le logement collectif. On a vu dans le dernier plan en habitation, fin du mois d'août, on mise beaucoup sur la quantité de logements, donc l'offre de logements. On comprend la logique, il y a plus de logements, offre et demande, donc les personnes les mieux nanties vont avoir plus de facilité à se loger, ou les personnes avec un revenu plus important vont pouvoir aller dans les logements plus luxueux, ou quelqu'un qui a plus de 2000 $ par mois pour se loger, par exemple, n'a pas le même problème que la personne qui a 500. Oui, je comprends. Okay? Donc, la crise du logement ne touche pas les gens de la même façon. L'impact est différent selon son statut socio-économique. Donc, si on augmente l'offre de logement, il faudrait que ça soit plus important que la démographie. Et actuellement, la démographie augmente plus rapidement
que les logements. Donc, pour nous, c'est important qu'il y ait une part qui soit consacrée au logement collectif pour s'assurer que ça demeure à but non lucratif, abordable. Quand je dis à but non lucratif, il ne faut pas non plus penser que les gens ne sont pas payés. Non, tous les professionnels, que ce soit avec un privé, ici, avec des JV, par exemple, c'est un privé. Eux, les honoraires de tout le monde sont payés. Un architecte qui travaille sur un projet privé à but lucratif, donc c'est-à-dire qu'ils vont faire du profit avec les loyers. Quand je dis à but non lucratif, c'est que les loyers, les seuls surplus qu'on peut engendrer, c'est pour faire les rénovations, donc pour la réserve. Vous voyez, donc tout le monde y gagne. Et les privés qui veulent développer puis que ça reste dans le marché à l'extérieur de la spéculation foncière, bien, nous, on est prêt à travailler avec eux également, c'est sûr. On a un exemple ici à Thetford. Merci beaucoup, Éric. Ça a été un honneur de te voir ici. On aurait pu encore en parler longuement. Merci beaucoup pour ta présence. Ça sera une nouvelle invitation, on ne sait jamais, pour parler de l'inspiration des autres pays. Alors, c'était le balado collectif de la CDC des Appalaches.